Dallas Mavs FR, le podcast, émission numéro 4 pour faire le bilan du mois d'octobre avec un nouveau générique super stylé. C'est parti! Bonjour à tous, alors comme je l'avais dit sur Twitter, on va mettre en place un bilan mensuel sur la chaîne pour faire le point sur ce qui s'est passé pendant le mois pour nos Mavericks, regarder un petit peu les matchs chacun leur tour rapidement et faire un bilan des points positifs, des points négatifs qu'on a pu en tirer du mois en cours. Et on va commencer tout de suite par donc, le mois d'octobre qui vient de se terminer. La saison a commencé le 17 contre les Phoenix Suns. On a eu 8 matchs pour un bilan de 2 victoires, 6 défaites. Et on va commencer par faire une analyse rapide de ces 8 matchs. Donc la saison a commencé le 17 octobre face aux Phoenix Suns. Alors on s'était dit, oh, ça va être un match sympathique, un match facile, hein, c'est contre Phoenix, c'est une équipe tout à fait prenable. Mais en fait non, on s'est pris 121-100, donc la seule défaite importante parmi les 6 qu'on a eu. Doncic a été pas mauvais, 12 points, mais à côté Ayton a vraiment été étincelant, et Booker lui a mis ses 35 points. Donc voilà, il n'y a aucun membre de l'équipe qui a été extraordinaire, et la défaite était assez logique, et connue dès le quatrième quart-temps, dès le début c'était joué. Donc voilà, on a eu cette défaite contre les Phoenix Suns, on se devait de rebondir, et quelques jours après on met notre premier match à domicile face aux Timberwolves, et là on s'est repris, 140-136, match vraiment... très offensif comme le montre le score. Et là, toute l'équipe s'est bien débrouillée. Luka a mis 26 points, donc c'est son premier match à 20 points. On va voir que c'est pas le seul parmi les 8 matchs du mois d'octobre. Mais voilà, toute l'équipe, le banc comme les titulaires, ont bien joué. On a une victoire maîtrisée, même si avec 4 points d'écart, c'est un écart qui a quand même été maîtrisé par l'équipe. Et voilà, une première victoire qui ouvre le compteur, qui fait du bien. Donc 2 jours plus tard, on a reçu les Bulls à la maison, on avait l'occasion d'avoir un bilan positif pour la première fois depuis 2016, et effectivement on s'est bien débrouillé, on a gagné ce match 115-109. Donc on a vu la différence entre un mauvais coach et un bon coach, dans le sens où une fois que Zach LaVine a perdu un peu son coup de chaud parce qu'au départ il ratait rien, il a fini à 35 points, les Bulls avaient vraiment plus de solutions collectives à la fin, il n'y avait plus vraiment de tactique, de système, alors que de notre côté la balle tournait vraiment bien, et on a réussi du coup à gagner la seconde mi-temps assez tranquillement face aux Bulls, à gérer, et on a eu du coup cette seconde victoire qui nous a amené un bilan de 2 victoires pour une défaite, donc un bilan positif pour la première fois depuis avril 2016 qu'on avait fini la saison à 42 victoires, 40 défaites. Et là on se disait, la saison elle commence bien, c'est cool, on est prêt à enchaîner les victoires. Donc ensuite, 4e match, celui-là il a fait très mal. On se déplace à Atlanta. On se dit, celui-là, il est prenable, on va le prendre. C'est le duel en plus Doncic contre Trae Young. On rappelle évidemment qu'on a sélectionné Trae Young à la draft 2018, qu'on a échangé avec Doncic. Donc, il y a un historique entre ces deux joueurs. Il y aura forcément et toujours un historique entre les deux équipes et les deux joueurs. Bref, j'attendais ce match avec impatience, comme beaucoup de gens. Et le premier quart-temps, ça a été magnifique. Ça a été une orgie offensive. Vraiment, ça rentrait dans tous les sens. Les Hawks pouvaient rien faire, et on s'est retrouvé rapidement au début de second quart-temps à mener de 26 points. Il y avait, à un moment, il y a eu 51-24, 51-25, quelque chose comme ça, 51-25, ouais. Et là on se dit, super, le match on le gère, les Hawks sont vraiment à un niveau mauvais. Et puis petit à petit, en fait, ils reviennent. À la mi-temps, il n'y a plus qu'une grosse dizaine de points de retard. Dans le troisième quart-temps, ils se reprennent. Et au milieu du 4e quart-temps, il repasse devant. Et là, on n'avait vraiment plus aucune solution. Et au final, on va le perdre, ce match. On va réussir à le perdre après avoir mené de 26 points. Donc cette défaite, elle a fait vraiment très mal. Et on n'a eu vraiment aucun joueur qui a su prendre la balle en seconde période et assumer un statut de joueur qui gère l'équipe. Luka a été mauvais, Dennis Smith n'a pas fait des bons choix, Barnes n'était pas là. Bref, seconde mi-temps vraiment mauvaise, qui nous amène à une défaite qui a été vraiment compliquée pour les joueurs, pour les fans. Comme je vous l'ai dit, on met 26 points, au final on arrive à perdre. C'était vraiment douloureux. Au final, donc 111-104. Et les starters, comme vous allez le voir là sur les stats, ont été mauvais. Alors que le banc a été très bon, a bien joué. C'est notamment Maxi Kleber, j'en reparlerai par la suite, mais qui fait vraiment un très bon début de saison avec JJ Barrett, etc., qui ont permis à l'équipe de se reprendre un petit peu.
mais ça n'a pas suffi, les starters ont été trop mauvais, et à la fin du match, Carella il a laissé jouer Doncic, Dennis Smith, etc., qui n'avaient pas de solution, qui n'ont pas su mettre l'action décisive pour nous remettre dans le match, et au final, on le perd celui-là, et il fait mal. Donc bilan de 2-2. Donc voilà, on aurait bien aimé gagner face à Atlanta parce qu'on savait que 2 jours après, on allait chez les Raptors, qui était l'équipe à ce moment-là qui n'avait aucune défaite, qui était une équipe très en forme. On s'attendait à prendre un bon bagage au Air Canada Center, qui a changé de nom d'ailleurs, je sais plus ce que c'est le nouveau nom, mais bref. On s'attendait à perdre évidemment contre les Raptors, mais ça a été moins pire que prévu, c'est-à-dire qu'on perd seulement de 9 points, 116 à 107. Mais il n'y a eu aucune performance très très bonne, ni très mauvaise. Mais face aux Raptors, il aurait fallu élever le niveau de jeu. Donc ça n'a pas été suffisant, Kawhi a été très très bon. Mais on a quand même réussi à rester dans le match, alors qu'on avait commencé de manière horrible avec un 18-2 pour les Raptors. On a fait des gros runs dans le second quart-temps, dans le troisième quart-temps, qui nous ont permis de rester dans le match, sans jamais revenir au score, malheureusement. Donc voilà. C'était aussi le retour de Barnes, qui a noté, après avoir loupé les 4 premiers, et retour plutôt raté, parce qu'il termine avec une ligne de stats assez moyenne, mais surtout des choix pas bons, et un plus-minus de moins 24, donc dans une défaite de 9 points, on voit que quand il était sur le terrain, c'était vraiment pas bon pour lui, c'est le pire du match, évidemment. Donc voilà, défaite attendue contre les Raptors, et ensuite on revenait à la maison quelques jours plus tard. Donc le dimanche, on a accueilli le Jazz d'Utah à la maison. On s'était dit que c'était l'occasion de se relancer en étant chez nous. On avait gagné nos 2 matchs précédents, donc là on s'était dit, allez, contre le Jazz, on peut le faire, on va gagner. Néanmoins, il y a eu encore une fois un contraste fort entre le banc et les starters. Là, on a eu des starters qui ont été très bons, notamment Dennis Smith Jr. qui a fait son meilleur match des 8 matchs de la saison. C'est le seul match d'ailleurs où vraiment il se montre, il est très bon. Et surtout DeAndre Jordan qui a failli nous mettre un triple-double. Donc il faut rappeler que avant son arrivée à Dallas, avant d'ailleurs ce match-là, son record de passes décisives en carrière c'était 6. Et là, à la mi-temps, il en avait 5. Et à chaque passe, du coup on les comptait, j'étais en live avec QI Basket. Et je voulais absolument qu'il arrive à 10 passes pour avoir son triple-double, ça aurait été super beau. Malheureusement, il arrive à 9 passes décisives avec un raté d'Harrison Barnes dans les dernières secondes, alors qu'il lui a fait une super belle passe. Mais bref, voilà, une défaite contre le Jazz. Le banc a vraiment pas été bon, contrairement au match d'avant, c'est toujours ce décalage-là. Et en face, justement, Rudy a été très très bon. Et le Jazz, bien joué, ils ont mérité la victoire. C'est dommage, on aurait pu l'emporter celui-là, mais il nous a manqué de l'application, notamment quand il y a eu la bataille des bancs. Donc ensuite, c'était notre premier back-to-back de la saison. Donc comme souvent quand on a un premier match à domicile, celui d'après est face à une équipe de notre division, c'est-à-dire les Spurs, les Rockets, les Grizzlies. Et là, c'était contre les San Antonio Spurs. Donc là, ça a été un match référence de la part de nos starters, ils ont tous été très très bons. Matthews a fait du catch and shoot comme c'est ce qu'on veut de lui. DeAndre Jordan a été très imposant, notamment au rebond, il en prend quelque chose comme 19. Et Luka Doncic a fait son premier match à 30 points, 31 exactement, il a vraiment très très bien joué. Ça fait vraiment plaisir de voir ça. Dennis Smith Jr. lui a été un petit peu en dessous, mais dans le 4e quart-temps, il s'est montré, il a été très impactant. Si bien qu'au final, on arrive à avoir un match extrêmement serré sur la fin. Il y a 1 point d'écart. Faute sur Dennis Smith Jr. à quelques secondes de la fin. À 2 secondes de la fin exactement. Donc 2 lancers francs pour lui. Malheureusement, il en rate un des 2, donc égalité. 102-102. Les Raptors ne convertissent pas à la dernière possession et on part en overtime. Et là, en overtime, on va malheureusement faire des mauvais choix, notamment Dennis Smith Jr. Et on perd au final ce match 113-108. Ça a été compliqué parce qu'on a tous bien joué, mais en face il y avait un Demar DeRozan qui était vraiment très 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 bon. Ça fait plaisir pour lui, c'est un joueur que j'aime bien, mais j'aurais aimé qu'il se calme un petit peu parce que là il nous a fait très mal. Et surtout en fin de match, on a vu que c'est ce genre de joueur qui nous manque, c'est-à-dire quelqu'un qui va prendre la balle, prendre les responsabilités et mettre le panier quand il faut. Ça c'est le joueur qu'on n'a pas pour l'instant là, c'est ce que je vous avais dit notamment dans les previews. Donc sur ce match-là, en parallèle des starters qui ont été très bons, au contraire, le banc, lui, a été mauvais, donc comme le match de la veille, je vous mets les stats ici, mais on voit vraiment le contraste assez fort qu'il y a entre le banc et les starters. Ça, c'est un problème récurrent, on va encore le voir par la suite. Et enfin, le dernier match, donc, qui a eu lieu cette nuit face aux Lakers.
Ah, ce match-là, donc il s'est joué à seulement une possession, un petit point, vu qu'à la fin il y a 114-113 pour les Lakers. Et là on a eu vraiment l'inverse du match contre les Spurs, c'est-à-dire que le banc a été vraiment très bon. On était à la traîne, on est jusqu'à 17 points de retard, quelque chose comme ça. Et c'est eux qui nous ramènent. Barea, Powell, Kleber, Matthews dans la second unit, chose qui était assez nouvelle de la part de Carlisle, mais ça a réussi. Eux ils nous ramènent dans le match et les starters, eux, ont été mauvais. Luka a été inexistant pendant 3/4 temps. Vraiment, il a pas été bon. Dennis Smith Jr., c'est à peu près pareil. Et dans le 4e quart-temps, vers la fin, on a un réveil de toute l'équipe. Alors que DeAndre Jordan c'était son pire match de la saison sous le maillot. Là, il se réveille. Luka nous fait un 4e quart-temps super. Le shoot parfait. 3 assists, donc 3 shoots à 100%. Luka met le panier de l'égalisation. Donc, score de parité. Et là, il reste 6 secondes, les Lakers ont un temps mort, ils ne le prennent pas, LeBron remonte la balle, et là, je vous mets les images derrière, il y a du coup Matthews qui fait cette faute stupide, parce que ça fait depuis 8 minutes que les Lakers sont dans le bonus, et il fait cette faute qui a l'air intentionnelle. Si elle n'est pas intentionnelle, c'est débile, parce qu'il ne faut pas tenter ce genre de choses à la fin du match. Il y a encore DeAndre Jordan qui peut aller aider sous le panier et contester le tir, donc vraiment c'est débile, et du coup derrière, LeBron a 2 lancers francs, il en met 1 sur les 2. Il reste 2 secondes à jouer, on n'avait plus de temps mort, donc ça sert à rien de... Voilà, on a tenté une Ave Maria, mais JJ Barea, c'est trop compliqué pour lui. Et on perd ce match, donc super frustrant parce que on avait fait les efforts pour revenir dans le match et il était tout à fait prenable, mais on n'a pas fait le travail qu'il fallait. Donc là, je vous mets les stats parce que, encore une fois, le delta entre le banc et les starters est incroyable. Le match donc, se joue à 1 point. Et pourtant, regardez, donc là, les plus-minus, je vous les affiche. Ça nous montre à quel point il y a une différence énorme entre le banc et les starters. On va en parler dans les bilans tout de suite, mais là, il n'y avait vraiment pas photo. Limite, si on voulait vraiment gagner le match, et pas si on voulait juste vraiment la victoire et pas forcément faire progresser les joueurs, car là, il aurait pu finir le match avec Powell, Kleber, Barea, Doncic et DeAndre ou Matthews, mais en tout cas, ne pas faire rejouer Barnes, ne pas faire rejouer Dennis Smith, qui n'ont pas été bons dans ce match-là. Donc voilà, on va faire maintenant un bilan global du mois d'octobre. Donc comme on l'a dit, 2 victoires pour 6 défaites. Néanmoins, ces 6 défaites, donc il y en a une, c'est un blowout contre les Suns. Ensuite, les 5 dernières, parce que, mine de rien, il y a une série de 5 défaites en cours actuellement. Il n'y en a aucune qui est par plus de 10 points. On arrive bien à se battre, à rester dans le match quand même. Mais il y a donc cet énorme delta entre les starters et le banc. Il y a donc 2 matchs où c'était le banc qui était affreux, 2 matchs où c'était les starters qui étaient affreux. Et on voit que si on souhaite gagner les matchs, il faut qu'on arrive à avoir une meilleure communion des deux. C'est ce qui a été le cas contre les Bulls, contre les Wolves. On a eu les deux qui étaient bons, et là on a gagné les matchs. C'est vrai, et par la suite il va falloir qu'on travaille là-dessus, parce que c'est vraiment étrange d'avoir un tel contraste entre le banc et nos titulaires, et là il faut travailler là-dessus. Donc pour le banc, je me fais pas trop de soucis, parce qu'en plus il y a Dirk qui va revenir, et on pourra me dire ce qu'on veut. J'ai regardé l'année dernière tous les matchs, à chaque fois que Dirk était en sortie de banc, c'était vraiment très bon, donc je me fais aucun souci pour le banc. Il y a aussi Devin Harris qui peut aider par moment. En revanche, pour les starters, ils sont là les 5, ils sont là les titulaires. On a les 5 et souvent Dorian Finney-Smith qui vient aider en défense notamment, mais ils sont là, donc là il faut qu'ils apprennent à jouer ensemble, parce qu'il va pas avoir un nouveau joueur qui va arriver de blessure, mais il faut qu'ils apprennent à jouer mieux ensemble, parce que pour la suite de la saison, et normalement la saison prochaine, il va avoir toujours ce même noyau. Donc c'est un processus, on en est qu'à 8 matchs et le début de saison, c'est normal, mais voilà, c'est un aspect qu'il faut tout à fait travailler. Voilà, après pour parler d'une manière un peu individuelle des joueurs rapidement, on est très content du début de Luka Doncic. 20 points, 6 rebonds, 4,5 passes décisives, le tout à 55% au tir réel. On est ravis, on pouvait pas demander mieux comme départ. 8 matchs et direct, il nous montre qu'il était prêt, on le savait, mais il fait fermer un peu des bouches de l'autre côté de l'Atlantique. DeAndre Jordan, pareil, notre nouvelle recrue, on est très content, à part le match d'hier où il a été étonnamment inexistant dans sa défense, dans les points, enfin bref, j'étais assez surpris. Sinon les autres matchs, machine à double-double, très imposant au rebond, parce que, comme je vous l'avais dit, c'était un domaine dans lequel on était vraiment mauvais, nul dans les années d'avant, et là on prend des rebonds, ça fait vraiment du bien. Donc hier, ça n'a pas été le cas, parce que comme l'a souligné mon collègue de Lakers France, les Lakers jouant très rapidement en transition, c'était un choix de Carlisle de ne pas tenter de récupérer le rebond et de se replier dès qu'il y avait un shoot pour être prêt à défendre la transition.
Donc voilà, 2 points très positifs des joueurs. On a aussi le banc Barea, Powell, j'adore. Kleber, super surprise. En défense, il régale, vraiment. Il régale. À la fin de la saison, il sera free agent. Il faut le re-signer pour pas cher sur plusieurs années. Ensuite, dans les points un peu plus négatifs, on a Barnes. Donc il est revenu que depuis 4 matchs, mais c'est pas bon. Ses choix sont assez douteux. C'est moins impactant que l'année dernière. Il faut qu'il change sa façon de jouer. Maintenant, on a plusieurs ball handlers. On a Barea, Luka, Dennis Smith. Il peut plus se permettre de faire de la création, etc. Barnes, il est là pour faire des ISO quand on a besoin en fin d'horloge. En fadeaway près du panier par exemple, ou mettre des paniers à 3 points, mais les tirs contestés alors qu'il reste 14 secondes sur l'horloge, alors que c'est un tir à 1 mètre de la ligne de 3 points, quoi. Donc un vieux tir à 2 points, ça c'est hors de question, il faut arrêter absolument. On a aussi Dennis Smith Jr. qui est un petit peu en dedans sur ce début de saison. On a l'impression qu'il a un peu de mal à trouver sa place avec l'arrivée de Luka Doncic. Il a eu donc un très bon match face au Jazz. Mais les autres matchs, comme si vous avez regardé les matchs, vous voyez un peu de quoi je veux parler. Contrairement à Barea et à Doncic qui arrivent bien à circuler autour de l'arc, à distribuer, etc. Dennis Smith Jr. c'est plus... il reste un peu en dehors de la surface, il dribble, il essaie de pénétrer, et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Ou il va prendre un tir contesté à 2 points. Enfin voilà, il faut lui laisser le temps. J'ai déjà vu des gens qui disaient qu'il faut le trade, etc. Il a 20 ans, c'est le début de saison, on laisse du temps. Le but c'est que ça soit notre backcourt pour le futur, Luka et Dennis. Donc on veut qu'il progresse et il va travailler là-dessus pour pouvoir mieux s'intégrer. Mais pour l'instant, effectivement, il fait un début de saison un peu tranquille. Mais on va voir, l'année dernière aussi, c'était une progression constante. Donc on espère que ça va être la même pour lui. Enfin, pour finir, Wesley Matthews qui nous fait vraiment beaucoup parler avec les fans des Mavs, vous savez de quoi je veux parler. On sait pas trop quoi en penser. Déjà, il faut avouer qu'on est beaucoup moins indulgent que Dennis Smith, parce que, à mon sens, il réalise un début de saison qui est meilleur que celui de Dennis Smith. Dans le sens où il dribble quand même moins, déjà, ça fait plaisir. Il y a toujours des possessions où il se met à dribbler et il nous fait un truc dégueu à la fin. Mais il y a déjà plus de tirs en catch and shoot à 3 points ou des petits flotteurs dans la raquette qui passe, c'est mieux. En revanche, en défense, malheureusement, c'est plus le défenseur qu'il était, il commence à devenir cramé. Tous les joueurs qu'il a eu sur lui, ils ont fait des cartons contre nous. Donc, ok, c'était pas des mauvais joueurs. Mais voilà, Booker, Bazemore, Lavine, Kawhi, LeBron, Mitchell, ils ont tous fait des bons matchs alors qu'ils défendaient dessus. À la place de Carlisle, moi, j'arrêterais de le mettre comme ça sur les très bons joueurs adverses. Je mettrais plutôt Dorian Finney-Smith qui se débrouille mieux en défense, qui est plus jeune, qui est plus mobile, qui est plus grand aussi. Donc ça c'est un choix, pour une fois je suis souvent d'accord avec Carlisle, là pour le coup il faut qu'il change sa manière de gestion de Matthews qui pour moi est pas bonne. En revanche j'ai beaucoup aimé ce qu'il a fait hier avec les Lakers, c'est de passer Matthews en seconde unit, ça a très bien marché. D'ailleurs on l'a vu hier, c'est le seul dans les starters qui a un plus-moins positif parce qu'il a passé beaucoup de temps avec Barea, Powell, Kleber et ça a bien fonctionné, donc ça c'est quelque chose à approfondir pour la suite. Et évidemment, il y a cette faute qu'on comprend pas hier sur LeBron à la fin du match qui nous coûte le match. Il avait fait la même contre Atlanta, je vous mets les images, mais une faute aussi débile, on comprenait pas pourquoi il la faisait. C'est censé être un vétéran et il fait des erreurs de rookie là, donc ça c'est pas normal et c'est pour ça qu'il nous fait beaucoup rager. Donc on va voir comment ça finit, comment ça évolue plutôt. Est-ce qu'on va en avoir vraiment ras-le-bol à demander un trade, est-ce qu'il se reprend? Bon voilà, pour l'instant en tout cas, il fait beaucoup parler Wesley Matthews dans tous les cas à la fin de la saison. On payera plus ces 18 millions qui sont, on est d'accord, beaucoup trop. Enfin, pour finir avec 2 stats collectives que je voulais mettre en avant parce qu'elles sont absolument affreuses et malheureusement très importantes, c'est les pertes de balles. J'avais dit dans les previews de cet été que c'était notre point fort. On en perdait moins de 10 par match, on était les premiers de la NBA. Là, on en perd 16,5, on est 26e. Donc ça, c'est vraiment pas bon et surtout pour une équipe coachée par Rick Carlisle où la balle est censée pas mal tourner, c'est inadmissible. Donc ça, il faut améliorer ça. Et la deuxième stat, c'est vraiment la pire de toutes. C'est la défense extérieure qui est horrible. Les adversaires ont un pourcentage à 3 points, préparez-vous, de 48%. 48%, c'est dégueulasse. Sachant que le second, c'est Cleveland avec 42,3%, quelque chose comme ça. Donc l'écart avec le deuxième est énorme. Et voilà, 48% en NBA, surtout en 2018, tu peux pas te permettre de permettre quasiment 50% de défense derrière l'arc. Donc là, il faut absolument se reprendre, absolument travailler là-dessus, parce que là, les tirs ouverts de nos adversaires, il y en avait partout. Dans 2 semaines, on affronte Golden State. Ça va vraiment piquer si on laisse 50% de réussite à 3 points aux adversaires. Eux, ça va être 60-65. Donc voilà, ça c'est un point absolument à revoir.
Enfin, pour finir, la question du podcast. Pour chaque podcast maintenant, je sélectionne une question que j'ai eue sur Twitter d'un follower qui me semble être intéressante à approfondir dans un podcast. Et là, c'était la question de Max la Menace qui me demande en fait comment est-ce qu'on va gérer l'intégration de Luka Doncic qui demande beaucoup la balle. Est-ce qu'on privilégie sa progression personnelle individuelle, on va dire, ou plus globalement le collectif de l'équipe. Donc il me dit effectivement, lors de la victoire contre les Spurs, il a mis 31 points, c'est génial, mais les soirs où il est pas dedans, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lui donne la balle ou pas? Donc il faut savoir déjà que lui est à 15 tirs par match déjà, donc pour un rookie c'est énorme, mais c'est bien l'optique vers laquelle on va aller, c'est-à-dire le responsabiliser très vite. Donc pour moi, je trouve que 15 tirs c'est bien, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le, mais il faut quand même pas monter au-dessus, ça serait quand même beaucoup. On rappelle que dire que dans ses meilleures années, il a pas dépassé les 20. Donc pour moi, 15 pour la saison rookie, c'est très bien. Ensuite, hier, le match contre les Lakers, je sais pas si tu l'as vu, mais les 3 premiers quarts-temps, il est très mauvais. Il est vraiment très mauvais les 3 premiers quarts-temps. Et pourtant, dans le 4e quart-temps, on lui donne la balle, c'est lui qui remonte, qui fait des systèmes, etc. Et il est très bon, 3 assists, 3 sur 3 au tir, c'est lui qui nous remet dans le match avec des gros tirs à 3 points. Donc oui, pour moi, il faut continuer à lui donner la balle, même s'il n'a pas été très bon lors du match, il faut le responsabiliser. Néanmoins, il faut quand même partager la balle, il faut quand même que Dennis Smith l'ait un petit peu, il faudrait éviter qu'on le frustre. Mais il faut que Luka Doncic garde des ballons, même s'il a fait un mauvais match avant. Et évidemment encore plus s'il a fait une très bonne performance lors du match. Enfin, c'est seulement un rookie, donc il faut lui laisser le temps. Là, il a 15 tirs par match, ça va progresser avec le temps. Pour moi, l'axe dans lequel on est pour l'instant est assez bon, et c'est pas une personnalité à la Butler, je pense qu'il va se vexer si on lui donne pas des ballons en toute fin de match et qu'on en laisse des fois à Barnes ou des fois à Dennis Smith. J'espère que ça a répondu à ta question. Donc voilà, merci beaucoup, on arrive à la fin de ce podcast pour faire le bilan mensuel d'octobre. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve déjà dans un mois pour faire le bilan du mois de novembre qu'on espère meilleur. Il s'annonce compliqué, je vous mets le calendrier là, mais il y a des adversaires coriaces, donc on espère qu'on va quand même essayer de grappiller au moins un tiers de victoire, ça serait pas mal. En tout cas, je vous remercie toujours de votre fidélité, de regarder l'émission et de laisser des commentaires, ça fait vraiment très plaisir. Et puis je vous dis à une prochaine, on va se régaler encore avec nos Mavs et on espère le retour de Dirk Nowitzki. Allez, salut tout le monde. Luka tricked him. Found Jordan. Now his second, so out of the game he's going to go. Here's Luka's handles. Yeah. See, we're going to get some Globetrotter stuff too.